Merci Miloche, merci Chloé. Je vais appeler maintenant pour les conclusions dans un brillant exercice de synthèse le père Antoine de Romanet de la paroisse de Notre-Dame d'Auteuil, qui est aussi co-directeur du département Société, Liberté et Paix, et Clément Courvoisier du groupe Les Échos pour les conclusions de cette journée. Vous prenez le pupitre ? À vous l'honneur. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier tous les intervenants. C'était tout à fait passionnant. Je pense que tu peux t'asseoir peut-être à la table. Voilà, il y a un adage qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui concluent. Voilà, donc je me garderai bien de conclure quoi que ce soit. Le thème de notre colloque aujourd'hui, avec toutes ces interventions, 1989, 2014, 2039. Je voudrais très rapidement revenir sur ce qui fait comme l'origine de notre colloque, c'est 1989, la chute du mur. Et nous redire en deux mots que le mur, ça a été la conjonction de deux systèmes totalitaires, le nazisme et le communisme. Il a quand même fallu Hitler et Staline pour qu'on arrive à ça. Et ça a été quand même le drame de la politique quand elle divinise ses mythes, qui sont tour à tour le progrès, la nation ou le parti. Et il était dit ce matin qu'on n'avait pas fait le bilan du communisme. Le mélange le plus corrosif entre rationalisme, progressisme et messianisme, c'est bien le marxisme, dans le rejet total de tout ce qui a pu le précéder et qui a véritablement ravagé notre continent avec un acharnement destructeur qui laisse pantois. Et quand même, ce qui s'est passé pendant toutes ces années derrière le rideau de fer, ça n'a pas été rien, c'était quand même des vies, et chaque vie est une histoire sacrée. Autrement dit, le politique, c'est essentiel, c'est le lieu d'un dialogue rationnel, dans la recherche nécessairement imparfaite de solutions pratiques. Autrement dit encore, le politique n'est pas le lieu de la rédemption. La chute du mur, elle ne s'est pas faite toute seule. Il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé, mais je le fais avec plaisir, c'est celui de Jean-Paul II. Ce qui s'est passé en Pologne durant toutes les années 80, et ce qu'ont fait nos frères protestants d'Allemagne de l'Est depuis la construction du mur, ça a été un élément de résistance absolument essentiel, où des hommes et des femmes, au nom de leurs convictions, ont refusé qu'un totalitarisme ne vienne envahir la société et les esprits. Cette chute du mur, ça a été quand même un effondrement de l'intérieur, lié aussi à Gorbatchev, qui a été absolument extraordinaire dans cette affaire. Totalement inattendu à bien des égards, confère ce que vient de nous dire notre ami et sa famille qui pensaient qu'on avait encore pour 200 ans de communisme. Il est clair que le ferment a été une résistance spirituelle, résister à César qui prétend avoir cette dimension totalitaire. Alors, il me semble qu'il y a deux mots, j'ai entendu vraiment depuis ce matin avec beaucoup d'attention toutes les interventions, il y a deux mots qui sont revenus avec beaucoup de force, qui sont la confiance et la culture. Quelle culture, quelle confiance, quelle culture. Et de nous redire que l'Europe, c'est d'abord une réalité historique et culturelle avant d'être une réalité géographique, économique ou politique. On connaît tous la phrase de Malraux, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Vraiment, les grandes questions, me semble-t-il, qui ont parcouru toute cette journée, c'est vraiment qu'est-ce qui nous fait rêver ? Quel rêve européen ? Quel imaginaire ? Quelle vision ? Et c'est clair qu'on n'enthousiasmera pas nos contemporains avec des allocations budgétaires ou avec des questions de tuyauterie institutionnelle. Quelle est la place de l'homme ? Qu'est-ce qui est de nature véritablement à enthousiasmer une génération ? Autrement dit, quelle confiance ? Quelle confiance est-ce que l'Europe a en elle-même ? Quelle confiance est-ce que les différents partenaires européens ont entre eux ? Et quelle confiance est-ce que nous avons dans le monde qui nous entoure ? Et on a cité l'Afrique, on a parlé de la Chine, on a parlé des États-Unis. Nous sommes un îlot dans le monde. Voilà. Quelle espérance ? Fondamentalement, qu'est-ce qui nous met en mouvement ? Qu'est-ce qui est de nature à nous donner de nous dépasser ? Et ultimement, quelle fraternité est-ce que nous pouvons vivre ? Très rapidement, je conclue avec deux idées. La première, c'est que l'hymne européen, c'est l'hymne à la joie. Et la joie que chante Beethoven,
c'est la joie de la coexistence fraternelle des peuples. C'est la joie de la victoire sur l'égoïsme. C'est le désir que le chemin d'humanité soit marqué par l'amour et presque une invitation qu'il adresse à tous, au-delà de toute barrière et de toute conviction. Et puis une dernière remarque qui est double, c'est que Toynbee affirme que les civilisations surgissent en réponse à certains défis d'une extrême difficulté. Et dans ces situations, il y a des minorités créatrices qui conçoivent des solutions pour réorienter la société tout entière. Et de fait, le destin d'une société entière repose sur des individus isolés ou sur des petits groupes. Et ce matin, l'un de nos intervenants a cité combien sa jeunesse avait été marquée par la lecture d'un livre de Benoît Méchain. C'est une vision de l'histoire qui est importante sur la puissance de minorités conscientes et agissantes. Et si nous ne changerons pas l'Europe dans le petit forum que nous constituons cet après-midi, pour autant, nous sommes autant d'ambassadeurs et de leaders potentiels. Et il y a une véritable capacité de proposition qui est manifestée d'ailleurs par la manière dont tout ceci est relayé par les moyens sociaux. Et puis enfin, une dernière figure, c'est que pour l'Église catholique, Saint Benoît est copatron de l'Europe, et que Saint Benoît, au milieu de tourments historiques qui étaient sans précédent, il n'a pas prêché la morale, mais il a construit de petits oasis qui ont été des ferments de confiance, d'espérance et de fraternité. Et je crois que c'est puissamment contagieux, et que si ceci nous habite, si cette confiance, cette espérance, cette vision, ce rêve au sens le plus noble nous habite, alors nous pouvons construire un monde de fraternité, et pas simplement pour nous, mais pour toute la planète dont nous sommes gérants avec tous ceux qui nous entourent. Merci. Merci mon père. Clément Courvoisier, du groupe Les Échos, mais qui représente aussi le bureau d'Europa Nova. Alors, deuxième et dernière conclusion. Mais avant de commencer, j'ai quand même une question pour vous. Où étiez-vous le 9 novembre 89 ? Parce que tout le monde l'a dit, mais pas vous. Donc, il faut se mouiller un peu et raconter. J'en ai aucun souvenir, pour être honnête. En fait, moi, c'est à peu près pareil. J'en ai absolument aucun souvenir. Je suis désolé. En 89, à l'époque, j'étais en école primaire. Mais par contre, je me souviens, l'année d'après, la maîtresse d'école qui décrochait du mur la carte de l'Europe en disant « Ce grand pays que vous voyez à l'Est n'existe plus ». Étant gamin, je ne comprenais pas ce que cela voulait dire, mais je me rendais compte qu'il y avait quand même quelque chose d'important a priori, parce que la moitié de la carte était supprimée, on mettait autre chose, donc c'était quand même quelque chose d'important. C'est vrai qu'on se plonge dans le temps, c'était il y a 25 ans, un anniversaire, c'est l'occasion de prendre un peu de hauteur, de discuter ensemble. D'ailleurs, l'événement qui nous regroupe aujourd'hui s'appelle la Grande Conversation. Une grande conversation, c'est comme aller à un dîner chez des amis où on parle pendant des heures, on passe un moment agréable, et puis à un moment donné, il est l'heure de rentrer chez soi, et qu'on soit dans sa voiture ou dans le métro, on se dit, finalement, de tout ce qu'on s'est dit ce soir, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Là, c'est un petit peu l'exercice très compliqué qu'est le mien. Je n'ai pas la prétention de résumer tout ce qui s'est dit aujourd'hui, mais il y a quand même quelques concepts que nos différents intervenants ont partagés et qu'aujourd'hui je voudrais vous donner. La première, l'anniversaire, clairement une notion de projection dans le temps, la notion de futur européen commun. François Villeroy de Gallo en parlait en disant « Il y a 25 ans, j'étais aux États-Unis, quand je demandais à mon confrère européen scandinave de mémoire, il disait « L'Europe, c'est la confiance en soi, self-confidence, il peut se passer que des choses très agréables ». On voit 25 ans après à quel point cela a pu changer. Mais pourtant, comme vous le rappeliez tout à l'heure, connaître son passé permet d'appréhender son futur. Il y a des cycles et il faut avoir confiance en ce futur, même si on ne voit pas le bout du tunnel. Je crois que c'est Cédric qui en parlait. D'ailleurs, on ne sait même pas dans quel tunnel ça va finir, mais avoir confiance de faire ce pas en avant vers le futur de l'Europe. Cela se joue dans le temps et pas aujourd'hui. Un exemple, Cédric Villani parlait également du boson de Higgs à un moment donné. Il faut rappeler quand même qu'il s'est passé 50 ans entre le « je sais qu'il existe » de Higgs et « j'ai prouvé qu'il existe » Lucerne. 50 ans, c'est quand même pas mal dans notre histoire. Ou également Cédric Denis-Rémy, qui nous a montré des belles slides
où on se projette 25 ans en avant, où on voit que déjà aujourd'hui on n'est pas grand-chose, mais alors demain encore moins. Ou aussi également André Loskrug-Pietri, qui nous disait que les Chinois voient l'investissement sur 25 ans, et sur 25 ans, le mieux c'est l'infrastructure, l'éducation. C'est ça qui est finalement le plus rentable, alors que si on réfléchit uniquement à court terme, c'est ce qu'on coupe en premier. Ça peut laisser réfléchir par rapport à certaines décisions, propositions actuelles. Ou pour finir là-dessus, sur cette notion de futur, Cédric Villani qui nous parlait du système universitaire américain, qui dit à tous les jeunes chercheurs du monde, venez chez nous, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on va vous aider à construire votre propre futur. Donc cette notion de futur, on l'a trouvée à travers toutes les interventions aujourd'hui. Pourtant, finalement, vous voyez, c'est comme dans un équilibre si on prend l'équilibre de Pareto, on ne peut pas faire un pas en avant sur quelque chose qui se casse la figure à côté. Quand on se projette dans le futur, penser au futur de l'Europe, c'est se dire, je fais un pas en avant vers l'Europe, est-ce qu'il ne va pas y avoir un pas en arrière ailleurs, notamment au niveau de mon identité nationale? Et ça, c'est même un Suisse, Lionel Bayer, tout à l'heure, qui nous l'a rappelé, aller vers plus de citoyenneté européenne ne veut pas dire perdre de l'identité nationale, voire régionale, milanaise ou autre. Parler de citoyenneté européenne m'amène au deuxième concept fort aujourd'hui, l'identité européenne, ou même l'idéal européen avec un grand I, police 44, en gras. Il y a une très bonne remarque tout à l'heure dans la salle sur l'imaginaire commun, avec une comparaison en disant un couple qui se marie uniquement pour faire des économies sur ses impôts, est-ce qu'il va durer longtemps? Je pense que c'est une excellente métaphore. Parler d'Europe ne veut pas dire ne parler uniquement d'économie. Alors, je ne suis pas philosophe comme Cynthia Fleury, donc je ne vais pas trop parler de l'idéal européen avec un grand I. Je vais me contenter de quelques citations de nos intervenants aujourd'hui. Antoine Arjakovski parlait de la tolérance, de la diversité à propos de l'Ukraine. François Villeroy de Galhau parlait de la paix dans la différence. Guillaume Clossat nous parlait de l'unité dans la diversité. Ou encore Cédric Villani, qui parlait de l'importance, la richesse liée à la diversité des étudiants étrangers qui viendraient en France. Je pense que c'est valable en Europe également. On voit qu'on tourne quand même autour de ce concept de l'importance, la reconnaissance de la diversité en Europe pour créer un tout. D'ailleurs, André Loskrug-Pietri nous le rappelait, un Chinois, quand il regarde l'Europe, il est admiratif de cette diversité en Europe qui peut permettre une certaine intelligence de situation dans le texte, même si derrière on connaît notre grande difficulté à passer ça en exécution. Enfin, Lavinia Sandrou nous parlait de l'âme de l'Europe dans une émotion commune. Le mot émotion me paraît très important aujourd'hui, surtout dans notre événement qui est la grande conversation. Il faut parler de cette émotion, des parcours personnels. Ou encore une fois Lionel Bayer sur la Suisse, qui disait par rapport au financement du cinéma, ce qui est le plus important qui vient de l'Europe n'est pas forcément des euros ou des francs suisses, mais ce flux d'idées, de rencontres, cette richesse dans la rencontre. Très bien. Donc beaucoup de diversité. Mais est-ce que pour autant, nous disait Cynthia Fleury, est-ce que le peuple européen existe? Quand on voit aujourd'hui qu'il y a 1000 destins, qu'il n'y a plus ces notions de classe, qu'on est passé d'une logique de bloc à une logique de réseau personnel. Cela m'amène au troisième concept. Même si on parle d'idéal européen, l'ensemble de nos intervenants aujourd'hui, j'ai trouvé, était très réaliste, pragmatique. Mais un réalisme volontaire. Pourtant, a priori, je pense, tous les intervenants étaient très pro-européens. Pas comme le Parlement européen nous le rappelait André tout à l'heure, mais pro-européen. Pourtant, Lavinia Sandrou nous a dit nous a parlé de l'échec de l'Union européenne sur la guerre en Ukraine. Shane Vallée nous a dit, bah oui, la vie, c'est un grand écart, on essaie de tenir un fil conducteur, mais il faut faire des concessions. Il y a un énorme delta entre les idées et leur réalisation. Ce que disait également Cédric Villani sur les recommandations du Conseil scientifique qui n'étaient pas appliquées derrière. Cynthia Fleury nous a dit que, idem, la génération Erasmus, selon elle, était plus un rêve qu'une réalité parce qu'elle ne s'était pas appliquée à suffisamment de personnes. D'autres nous ont parlé effectivement de ce problème de l'élitisme en Europe, de la distance entre les institutions et les Européens. Également sur Erasmus qui
ne concerne pas assez d'Européens au final. Ça m'amène à une comparaison en ce moment, c'est la FIAC à Paris. Alors si vous voulez aller à la FIAC aujourd'hui, eh bien, il faut payer 40 € le droit d'entrée, donc c'est quand même un peu compliqué. Mais par contre, vous pouvez voir un bout de la FIAC à travers le sapin de McCarthy, place Vendôme, qui justement a dérangé des gens et ont décidé de le dégonfler. Au niveau de l'Europe, c'est un peu pareil. Il y a ce sentiment de l'Europe, c'est à Bruxelles, c'est loin, c'est pour des élites, ceux qui ont 40 € à mettre. Et de temps en temps, quand on sort un peu d'Europe, c'est fait de manière un peu trop violente et il y a des réactions en conséquence, que ce soit le référendum qui avait échoué, ce genre de choses. C'est un peu comme sans doute comme la FIAC. Il faut faire attention à cette notion d'élitisme. Parce que si on reprend le référendum, voter ensemble ne suffit pas. Il y a un réel besoin de vivre ensemble. Je reprendrai un autre exemple qui m'avait marqué il y a quelques années, quand la Grèce allait vraiment pas bien et qu'il y avait un débat en Allemagne, est-ce qu'il faut aider les Grecs ou pas. Je me souviens de ce sondage posé aux Allemands. Souhaitez-vous que l'Europe, notamment l'Allemagne, aide les Grecs? Et la question à côté, c'est êtes-vous déjà allé en Grèce, même pour des vacances? Et on voyait qu'il y avait une corrélation très forte entre le principe d'être déjà allé en Grèce et le fait de dire oui, il faut les aider. Quelqu'un qui est déjà allé en Grèce, il a rencontré les Grecs, il a vu ce peuple, il a passé un moment intéressant. Ils ont vécu ensemble et ça crée cette proximité. S'il n'y a pas cette proximité, qu'on reste côté institutionnel, on ne crée pas l'Europe. Ce besoin de parler, c'est ce besoin de communiquer ensemble. Un intervenant nous l'a rappelé, un tiers des candidats au Parlement européen, si je ne me trompe pas apparemment, ne parlaient pas anglais, c'est quand même un peu compliqué. Et au niveau international, André, pareil, nous parlait de Alstom et Siemens qui ont tellement de mal à travailler ensemble. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Ce sont des concurrents directs, des acteurs économiques. Il suffit de reprendre la théorie des jeux NH et on verra que jamais ils arriveront à travailler pour le bien public. C'est le rôle des politiques, c'est le rôle de l'Europe de faire en sorte qu'il y ait une voie commune à l'international, en Chine ou en Afrique. Donc vous voyez, un réalisme quand même dur, mais volontaire, qui accepte de dire « nous sommes en échec sur ce point-là, mais voilà comment nous allons rebondir ». C'est comme un entrepreneur. Il vous dira « pour réussir une start-up, il faut en avoir coulé 3 avant, il ne faut pas avoir peur de prendre un risque et de se mettre en échec si c'est pour en tirer des enseignements derrière ». Et pour ça, il faut parler de projets concrets en Europe. Tout à l'heure, vous parliez des médias. Alors, travaillant aux Échos, je vais confirmer cela. Si les Échos fait une belle une sur l'Europe avec un E majuscule, nous allons faire les ventes en kiosque les plus faibles de l'année. Par contre, si les Échos titrent sur ce magnifique projet au contrat commercial gagné par Airbus, projet européen, là, les ventes seront excellentes. Donc, il faut aller dans ce concret pour parler aux gens, que ce soit à la fois pour les Échos en kiosque ou pour tout le monde dans cette salle. Et cela m'amène au dernier point aujourd'hui, vraiment très important, cette notion d'engagement. Quels sont ces projets concrets? Comment souhaitez-vous chacun vous engager pour l'Europe? Lionel Bayer nous a parlé du courage, de l'engagement assumé sur la scène publique. Ce n'est pas évident. Là, pareil, Eric, on pourrait vous demander, y a-t-il une différence entre ce que disent les politiques à la matinale de France Inter et ce qu'ils disent un quart d'heure après quand il n'y a plus les micros? Défendre l'Europe sur la scène publique n'est pas évident, n'est pas forcément payant aujourd'hui pour quelqu'un de la scène publique et pourtant, c'est très important pour envoyer des messages positifs. Il faut ce courage et cette vision à moyen terme. Je pense que Chloé, qui doit être dans la salle, Chloé Fabre, bonjour Chloé, nous l'a montré quand même avec une certaine force tout à l'heure. Pour reprendre tes mots, mon engagement, c'est parler plus fort que les autres, comme ça on m'entendra. Je trouve que c'est très bien, il faut des gens comme toi. Il y a eu également des propositions concrètes aujourd'hui, je pense à François Villeroy de Galhau et l'Erasmus de l'apprentissage. Voilà, il y avait des chiffres, c'était carré, c'est 50 000 € par apprenti, ça coûtera 10 milliards par an à l'Europe, sachant qu'on a déjà 6 milliards de trouvés dont on ne sait pas quoi faire, les entreprises vont mettre le reste, on va le faire, en plus on a des excellents retours du programme Erasmus, il faut y aller. Cynthia Fleury, elle, nous a parlé son engagement sur la neutralité du net. La libre circulation est quelque chose de fondamental en Europe et c'est lié à une non-traçabilité également sur le net. Guillaume Clossard, on espère que grâce à toi, la prochaine grande élection européenne sera retransmise sur les plus grandes chaînes nationales et pas uniquement les plus petites. Donc Guillaume, on compte beaucoup sur toi.
Cédric, idem, tu nous as parlé de ton engagement, l'importance de mettre en avant toutes ces pépites scientifiques européennes et d'essayer de les garder en Europe et qui ne partent pas tous à l'étranger. Ou encore, Shahin Vallée ou Cédric Denis-Rémy, finalement, nous ont dit mon engagement pour l'Europe, je le fais tout simplement tous les jours dans mon travail. Et je pense que c'est quelque chose d'important. L'Europe, c'est pas comme le sport en disant allez, je me motive, le samedi matin, je vais courir 1 heure. Allez, je me motive, pendant 1 heure, je vais être pro-européen. Non, être pro-européen, et je pense que vous en êtes tous convaincus, c'est tous les jours dans sa vie, professionnelle ou non, comme tu le disais tout à l'heure, Cédric. C'est également la croyance forte d'Europa Nova, sortir l'Europe uniquement de Bruxelles et ses institutions, amener l'Europe dans le débat public, comme ce qui avait été fait en début d'année, je pense, à faire venir des hommes politiques, type Barthelone, dans les collèges de Seine-Saint-Denis, pour parler d'Europe aux jeunes, avec des mots simples, venir les voir dans leur collège en Seine-Saint-Denis. Voilà, il est venu le temps des remerciements. C'est très important, parce que beaucoup de personnes ont travaillé aujourd'hui pour que cet événement puisse avoir lieu. Je pense en premier, évidemment, au Collège des Bernardins qui nous accueille dans ce magnifique lieu. Tout à l'heure, avec Cédric Villani, on s'est un peu perdu pour trouver la salle. Donc, du coup, on s'est baladé et on a vu que c'était quand même magnifique partout. Donc, un grand merci pour votre accueil aujourd'hui. Merci à l'équipe d'Europa Nova. Je pense notamment à Gilles qui a travaillé 24/24 ces dernières semaines pour que ça puisse avoir lieu. Je ne sais pas où est Gilles, mais un grand merci. Et également Séverine qui nous a aidés. Merci aux jeunes européens, dont vous les avez reconnus sur les t-shirts bleus, qui, voilà, merci beaucoup, qui vous ont accueillis tout à l'heure et qui sont venus également participer au débat sur scène. Merci à tous les intervenants d'être venus nous dire où ils étaient le 9 novembre 89 et partager avec eux leur engagement pour l'Europe. Un très grand merci à Éric Valmire qui a animé toutes ces interventions comme un marathonien. C'est gentil. Merci à nos partenaires Huawei, Enel International, Beauty Santé. Sans leur soutien, on n'aurait pas pu faire cet événement aujourd'hui. Merci à la Commission européenne, le programme Europe for Citizens. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés à communiquer sur cet événement, les alumni d'HEC, Café Babel, Euractiv, l'association Toute l'Europe, Au Féminin et ADT Lab. Enfin, merci à la régie, vous en parliez tout à l'heure. Un grand merci à la régie qui nous a aidés aujourd'hui. À Global pour le live tweet et le direct sur Internet. Et enfin, merci à tous, vous tous dans la salle, d'être venus aujourd'hui. Et je vous dis également merci par avance pour votre engagement demain, parce que ça ne finit pas évidemment dans quelques minutes. Juste pour finir, un tout dernier mot. Justement, Cynthia Fleury l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui a cité malheureusement, en disant « Cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Je pense qu'il faut qu'on rentre tous chez nous avec cette phrase en tête. » Ce que disait Antoine de Romanet à l'instant également, en disant que chacun est ambassadeur dans cette salle, c'est très important. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à ces quelques heures passées ensemble. C'est demain que tout se passe, parce que tout le monde peut faire rayonner ses idées dans sa sphère personnelle ou professionnelle. Et d'ailleurs, si vous souhaitez continuer à venir avec nous pour alimenter le débat européen, je vous annonce les prochains événements d'Europa Nova, avec notamment le débat sur la transition énergétique qui aura lieu à Toulouse, Rennes et Grenoble au mois de novembre. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'avoir cette même très grande conversation l'année prochaine, tous ensemble. Un grand merci à tous pour votre venue aujourd'hui. Je voulais garder le mot de la fin, simplement pour vous parler quand même de mon engagement personnel, parce que j'ai posé la question à tout le monde, mais je ne l'ai pas donné. Je me crois me souvenir que pour le 9 mai 89, j'étais en Thaïlande, mais bon, c'est un autre débat. Et justement, c'est le problème de l'info, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'info globalisée, il n'y avait pas CNN News, et que je crois avoir appris ça genre 15 jours après, quoi, après qu'il soit tombé. Non, mon engagement, il est compliqué en étant journaliste, parce que dès que vous avez un journaliste qui va manifester une idée pro-européenne, tout le monde va lui tomber dessus en disant que c'est un pro-européen, qu'il appartient au lobby, des soupçons de toute nature se portent sur lui. J'ai le souvenir de Bernard Guetta qui, sur France Inter, tous les matins à 8h15, lors du débat pour la Constitution, appuyait pour le oui, et plus il appuyait sur le oui, plus le non progressait.
Et je crois que cette idée-là, elle est importante. C'est-à-dire que tant que les journalistes voudront faire une démonstration que l'Europe c'est bien, ce sera contre-productif. Et que les médias, comme le disait Clément à l'instant, c'est qu'il faut porter les projets. Et que mon engagement à moi dans mon métier de journaliste, et c'est pas une manière éditoriale, c'est de donner la parole, comme je l'ai fait l'an dernier avec Jean-Marie Colombani, aux sociétés civiles. Aux sociétés civiles qui portent un projet, aux sociétés civiles qui s'engagent pour une idée de l'Europe. Et non pas d'aller à Bruxelles, mais d'aller à droite et à gauche et donner le micro, donner la possibilité à ces gens-là d'exprimer leur projet, et pas seulement leur projet, leur concrétisation. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a des projets qui sont menés et qui trouvent des réponses concrètes sur le terrain. Seulement, nous n'en parlons pas. Quand je dis nous, j'englobe ma profession de journaliste. Donc l'engagement, c'est de médiatiser un peu plus ces projets qui ne le sont pas et d'arrêter justement de toujours donner cette image de Europe bouc émissaire, parce que nous avons déjà les chaînes Tout Info pour le faire et je crois que ça suffit comme ça. Clément a employé le terme de marathon. Ce qui est surprenant à l'issue de ces 7h40 de conversation, c'est que j'ai l'impression que ça a duré quelques minutes et j'ai la naïveté de croire, si vous êtes encore là, que c'était pareil pour vous. Merci du fond du cœur, en tout cas. Merci. Est-ce que je peux dire un mot ? D'abord, je veux dire que Eric Valmire était bénévole sur cette opération, qu'il a travaillé beaucoup de temps et je vous demande de l'acclamer à nouveau parce que c'est un travail immense. Et puis je vais juste répondre à la question qu'il ne m'a pas posée, parce que je suis le seul à qui on n'a pas posé ce qu'il faisait le 9 novembre 1989. J'étais à Salonique, on était en fin de journée, j'étais au Parlement européen des jeunes, j'étais pas majeur, et on m'a passé un petit mot, on était en session plénière, en me disant le mur de Berlin est tombé, tu es l'ambassadeur de la délégation française, il faut que tu parles à tes collègues allemands et à tes jeunes collègues européens pour leur annoncer la chute du mur. Et j'ai cru à un gag. Et j'ai renvoyé le mot, qui était tout petit comme ça. Je l'ai envoyé, j'ai plié, j'ai écrit « Est-ce vraiment vrai ?» Tellement je doutais. On m'a répondu « Oui, courage ». Et donc, je me suis levé et j'ai demandé une interruption de séance. Et j'ai dit « Chers collègues européens, chers amis allemands », et j'ai tremblé. C'était la première fois que je prenais la parole dans une institution comme ça, et je prenais une parole qui avait un sens historique. Le mur de Berlin vient de tomber, ce qui veut dire que bientôt l'Allemagne sera réunifiée et que peut-être, pour la première fois de l'histoire, l'Europe trouvera son unité. Et je n'ai plus pu parler. Et j'ai eu le sentiment, pour la première fois, que le souffle de l'histoire se portait sur ma génération, sur moi, et j'ai eu cette ardente obligation, et c'est la naissance d'Europa Nova qui, quelques années plus tard, s'est traduite, d'agir, de m'engager pour contribuer à l'édification de ce projet européen. Et je crois qu'on est encore à un moment où le souffle de l'histoire se porte sur nous, et qu'il faut considérer qu'une journée comme celle-là, c'est une journée qui doit faire de chacun de nous des vecteurs, des ambassadeurs d'un idéal collectif. Et cet idéal se construit de manière continue. Et la continuité, c'est ce qu'on appelle de l'engagement. La continuité de cet horizon positif, c'est ce qu'on appelle le progrès. Je crois que le progrès est quelque chose qui se réinvente de manière continue, inlassable, et que c'est à nous d'inventer cette nouvelle page de l'histoire du continent. Voilà ce que ce 9 novembre 89 m'a porté, et je suis très heureux qu'on ait eu l'occasion ensemble d'y réfléchir un peu. Merci infiniment à vous. Personne ne veut dire un 14e mot de la fin? Non? Très bien, donc on en finit là. Merci beaucoup.